Merci pour l'invitation. Donc, j'ai la lourde tâche de passer après Jean-Philippe Candé-Sanchez pour faire un panorama de la recherche dans le CMT2. Donc, quelque chose d'assez large finalement, et on va essayer de tenir en une demi-heure, si possible. Donc, avant de commencer, je voulais juste préciser ce qu'était le CMT2. C'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde. Donc, je faisais juste une petite présentation initialement pour vous expliquer que c'était bien une maladie génétique, mais qui touchait des protéines impliquées dans le fonctionnement du neurone. Et donc une maladie génétique, finalement, vous savez bien que les gènes sont portés par l'ADN dans la cellule, et qu'un gène, c'est la succession de séquences codantes, ici en violet qu'on appelle les exons, et de séquences non codantes qu'on appelle les introns. Et c'est les petites séquences violettes, les exons, qui vont donner l'ARN messager et donner la protéine. Quand on a une mutation, ici par exemple une mutation dans le premier exon de ce gène, on va avoir une anomalie de l'ARN messager, finalement une conséquence sur la protéine qui va être anormale et qui va fonctionner de façon anormale. Et ce sont donc des protéines dans le CMT2 qui sont des protéines qui ont un rôle important pour le fonctionnement de l'axone. Alors l'axone, c'est quoi? C'est contrairement à une cellule habituelle, le neurone a cette particularité d'avoir un long prolongement qu'on appelle l'axone. Toutes les protéines sont synthétisées au niveau du corps cellulaire, là où il y a le noyau. Il va falloir avoir toute une machinerie très spécialisée pour pouvoir transporter les molécules, les organites, le long de l'axone pour que l'axone soit viable. Donc il va falloir toute une machinerie, notamment un cytosquelette, c'est-à-dire les espèces de rails qui permettent de transporter les molécules et les organites le long du neurone, et puis des petits moteurs moléculaires qui vont permettre la propulsion de ces organites le long du neurone. Donc le CMT2, c'est ça, c'est une atteinte de cet axone-là, contrairement au CMT1, qui est une atteinte de la gaine de myéline. Alors je vous ai représenté ici, par exemple, le fonctionnement du transport axonal pour une mitochondrie, vous voyez, le long des petits rails qu'on appelle des microtubules. Il faut que tout ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien, on va aboutir à une dégénérescence de l'axone au fur et à mesure des années. Alors voilà un exemple représenté par une petite locomotive, mais finalement c'est un petit peu ça le transport axonal. Il faut que la locomotive avance, et parfois elle peut ne pas avancer parce qu'on n'a pas assez de carburant, pas assez d'énergie. Et on a des formes, par exemple quand la mitochondrie, qui est, on va en reparler tout à l'heure, le petit organite qui synthétise l'énergie, si la mitochondrie ne fonctionne pas bien, on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne va pas pouvoir avoir le transport axonal voulu. On peut avoir une anomalie des petits moteurs moléculaires qui permettent aussi le transport le long de l'axone, qu'on appelle le transport antérograde pour aller jusqu'à la partie la plus distale, et le transport rétrograde pour revenir vers le corps cellulaire. On peut avoir des vésicules, des organites qui s'accumulent parce qu'ils ne sont pas transportés normalement le long de l'axone. Ça va entraîner comme des gravats, et donc la locomotive ne pourra plus avancer. Puis on peut même avoir une destruction des rails. Donc c'est du cytosquelette, et on a pas mal de CMT, vous voyez, qui impliquent des anomalies du cytosquelette, c'est-à-dire des petits rails. Donc le CMT2, finalement, c'est une pathologie, dans la plupart du temps, du transport axonal. Alors on ne connaît pas toutes les protéines impliquées, on ne connaît pas tous les gènes responsables des CMT2, ce qui explique que finalement, quand on a un patient qui a un CMT2, la rentabilité de l'analyse génétique est assez faible. C'est à peu près 30% des patients qui ont un diagnostic génétique. Alors ces dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions sur le séquençage génétique, et c'est finalement la première partie des avancées dont je vais vous parler au niveau de la recherche. Jusqu'en 2016, les analyses génétiques se faisaient gène par gène. Donc on commençait par les gènes les plus fréquents, et puis petit à petit on allait vers les moins fréquents, mais vous savez, il y a à peu près maintenant plus d'une centaine de gènes impliqués dans les CMT. On ne peut pas analyser gène par gène, 100 gènes. Donc on s'arrêtait en général à une dizaine, une quinzaine de gènes. On pouvait s'orienter vers la clinique du patient parce que certains gènes peuvent donner des signes cliniques caractéristiques qui vont d'emblée orienter. Mais finalement, quand on était au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de gènes, on s'arrêtait un petit peu là. À partir de 2016, il y a une évolution de la technique de séquençage, puisque maintenant, il y a tout ce que vous avez sans doute entendu parler, qu'on appelle le séquençage à haut débit, qui permet de séquencer maintenant plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire, si on veut, plusieurs milliers de gènes de façon concomitante. C'est ce qu'on appelle, vous voyez ici, le panel de gènes, c'est-à-dire qu'on prend tous les gènes impliqués dans les CMT, on les séquence tous sur un même prélèvement. Et puis si c'est négatif, mais vous voyez que la rentabilité reste encore faible, et si c'est négatif, on peut aller même jusqu'à séquencer tous les exons en fait, du génome d'un patient, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exome. Et on peut même aller, ça existe maintenant, on peut séquencer le génome d'un individu. Alors vous voyez, jusqu'en 2016, on séquençait gène par gène, c'est-à-dire une petite portion de la pastèque qui représente le génome complet. Puis petit à petit, on est allé jusqu'à des portions un peu plus grandes pour aller jusqu'au génome complet, c'est-à-dire vraiment l'ensemble des gènes.
Alors on pourrait se dire, bah, c'est bien, on va trouver finalement les mutations pour tous les patients et on n'aura plus de difficultés de diagnostic génétique. Alors la grosse difficulté de ces séquençages à haut débit, on va en parler tout à l'heure, c'est comment interpréter les analyses. Ça a quand même permis de découvrir pas mal de gènes. Tous les ans, on en découvre de nombreux. Voilà les plus récents entre 2020 et 2021, et on parlera d'un gène important qui est le gène SORD tout à l'heure. Donc, grâce à ces techniques, finalement, on enrichit une classification du CMT déjà très très riche, avec plus d'une centaine de gènes impliqués. L'intérêt aussi de ce séquençage, c'est pour un individu donné, c'est d'aller voir s'il y a une mutation et de pouvoir faire un diagnostic génétique et puis après un conseil génétique dans la famille. Donc, c'est là où apparaît la difficulté, c'est que quand on analyse un gène et quand on analyse plusieurs gènes, plusieurs centaines de gènes, plusieurs de milliers de gènes ou même un génome complet, on va forcément tomber à un moment sur des petites variations de séquences dans les gènes qui ne sont pas pour autant pathologiques. Quand on compare la séquence d'un gène d'un patient par rapport à une séquence de gènes attendue, voilà, c'est par rapport à une norme, mais on peut avoir des petites variations de séquences, des petites fautes d'orthographe dans les gènes, et ce n'est pas parce qu'il y a une faute d'orthographe que le mot ne veut plus rien dire, en quelque sorte. Pour vous donner une représentation un petit peu imagée, j'ai représenté ici la séquence, ça peut être un exome, hein, ça peut être un génome, représenté par un mur en briques, rose. Et donc quand on va analyser tous ces exons, tous ces gènes, on va possiblement tomber sur une brique un peu anormale, c'est-à-dire qu'elle aura peut-être une couleur différente, elle sera bleue. Alors, est-ce que le fait qu'elle soit bleue va faire en sorte que ça va entraîner une protéine anormale qui va dysfonctionner? Si ce n'est pas le cas, si le mur reste solide, la protéine solide avec sa bonne fonction, finalement, c'est une variation qui n'est pas pathologique, on va appeler ça un polymorphisme. Si en revanche, le fait que cette brique bleue soit bleue parce qu'elle est anormale, dans ces cas-là, on va avoir une déstructuration de la protéine, une anomalie fonctionnelle, et dans ces cas-là, on va appeler ça une mutation. Alors comment faire la différence entre les deux pour les biologistes moléculaires, parce que finalement c'est le gros boulot maintenant des biologistes moléculaires, c'est-à-dire de faire toutes ces séquences-là et ensuite d'aller voir si parmi les centaines, parmi les milliers de petites variations génétiques, est-ce que cette variation est pathogène ou pas. Alors on s'aide de pas mal de choses, on peut s'aider des bases de données internationales, hein. Il y a des bases de données pour la plupart des gènes où sont répertoriées finalement les mutations, donc si ça colle avec ce qu'on a trouvé, on va dire que le pourcentage de chance d'avoir trouvé la mutation est important. Si on ne trouve pas dans les bases de données, on peut s'aider de la littérature, des différents articles, des familles publiées et de voir si ça a déjà été rapporté. Les logiciels de prédiction, c'est des logiciels informatiques qui permettent de regarder les séquences des gènes d'intérêt et de comparer par rapport aux différentes espèces animales. Et si on a des séquences qui sont très conservées entre les animaux, ça veut dire qu'il ne faut sans doute pas y toucher et pas les mettre la petite faute d'orthographe, sinon ça risque de mal se passer. Donc il y a pas mal de logiciels comme ça de prédiction, qu'on appelle des prédictions in silico en informatique. Puis même après tout ce travail-là, parfois, on ne trouve pas, on ne peut pas dire, on a des variations dont on ne sait pas trop dire si elles sont pathogènes ou pas. Et c'est là où c'est important d'avoir des analyses de membres de la famille. Parce que ce qui va beaucoup nous aider, c'est de vérifier si tous les sujets atteints dans la famille ont bien la brique bleue et que tous les sujets sains ont bien que des briques oranges. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. C'est ce qu'on appelle la ségrégation familiale. Il faut s'assurer que la mutation qu'on a trouvée, la variation génétique qu'on a trouvée, s'égrège bien dans la famille avec la maladie. Et le diagnostic d'une mutation génétique peut être porté uniquement par cette analyse quand on a une famille suffisamment importante et d'intérêt pour faire le diagnostic. Et puis parfois on ne trouve pas malgré tout ça, et c'est là où est important la recherche fondamentale, c'est-à-dire vraiment la recherche sous microscope pour essayer de comprendre ce que peut donner l'introduction d'une variation génétique sur le fonctionnement de la cellule. Donc il y a des avancées en recherche fondamentale pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques d'un grand nombre de CMT2. Alors, de quoi on s'aide pour pouvoir faire cette recherche fondamentale? Je vous prends ici juste l'exemple du plus fréquent des CMT2, qui est le CMT2A, qui est lié à des mutations de la protéine mitofusin 2. On peut s'aider de modèles cellulaires. Alors des modèles cellulaires habituels en laboratoire, hein, comme la première cellule qu'on voit ici, qui sont des cellules souvent embryonnaires, là embryonnaires de rein, qui sont immortalisées et très faciles d'utilisation. On peut introduire des mutations, celles qu'on veut, et regarder l'impact que ça a sur le fonctionnement de la cellule, pour mieux comprendre tous les mécanismes impliqués. On peut étudier des cellules de peau de patients, ce qu'on appelle des fibroblastes, par biopsie cutanée. Nous, à Angers, on étudie beaucoup les biopsies cutanées chez les patients. Ça permet d'aller voir vraiment, du coup, sans insérer une mutation, mais vraiment sur des cellules déjà porteuses de la mutation, s'il y a des anomalies de fonctionnement des cellules par rapport à la normale.
Et puis, à partir de ces cellules de peau, on peut aussi créer des neurones, ce qui permet d'aller aussi étudier plus facilement les prolongements, les axones, et de voir les conséquences sur ce transport axonal. Donc des modèles cellulaires pour essayer de mieux comprendre les mécanismes, et puis des modèles animaux. Donc vous voyez ici quelques exemples, les modèles murins qui sont les plus étudiés, mais on peut étudier les petites mouches, les drosophiles, on peut étudier certains poissons, les poissons zèbres, c'est ce qui est fait pour Mitofusin 2. Et c'est au terme de toutes ces analyses, à la fois cellulaires, à la fois sur des modèles animaux, qu'on comprend mieux les mécanismes. Ça ouvre aussi des pistes thérapeutiques, mais ça permet ensuite de pouvoir mieux comprendre l'impact que peuvent avoir des variations génétiques et pouvoir aller confirmer si les variations qu'on a trouvées sont bien pathogènes ou pas. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'avancées sur ces dernières années sur 3 CMT, on va dire les plus fréquents dans le CMT2, et puis un petit nouveau, là le dernier, qui est le gène SORD, parce qu'il a une implication importante et même sur le plan thérapeutique. Alors le premier CMT, c'est le CMT2A, lié à la mutation de la protéine Mitofusin 2. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est le CMT2K, lié à des mutations de GDAP1, une protéine qui ressemble un petit peu à Mitofusin 2 finalement. Et puis le CMT2F lié à des mutations d'HSPB1, et le dernier, c'est le gène SORD qui a été découvert en 2020, donc un gène récent. Les deux premiers dont je vais vous parler impliquent des protéines particulières qui sont des protéines qui sont situées sur un organite très important pour la cellule qu'on appelle la mitochondrie. Alors qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? La mitochondrie, c'est finalement la centrale énergétique de votre cellule. On peut comparer ça à une centrale nucléaire en quelque sorte, c'est ce qui va vous permettre d'avoir 37 degrés tout le temps, d'avoir de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc la mitochondrie, c'est un petit organite qui a pour but de produire de l'énergie sous forme d'ATP, grâce à cette petite chaîne respiratoire qu'on voit ici, qui est finalement une centrale nucléaire à 5 cheminées, à 5 complexes, qui va permettre d'avoir des nutriments qui vont entrer dans la chaîne respiratoire. Il va y avoir un échange d'électrons entre les différents complexes de la chaîne respiratoire. Le dernier complexe, le complexe 5, c'est lui qui va former l'énergie, l'ATP. Et puis au fur et à mesure du transfert d'électrons, de temps en temps, on a des petits électrons qui s'échappent, qui vont se fixer à des molécules d'oxygène. Ça va entraîner du stress oxydant, en fait des radicaux libres. Du stress oxydant, c'est un petit peu les émanations toxiques de la centrale nucléaire. Et donc il faut toujours un bon contrôle par la mitochondrie de cette production de stress oxydant. Et on va voir l'intérêt qu'a le stress oxydant dans les CMT. Et puis à côté de cette fonction dans la production énergétique, la mitochondrie a plein d'implications, notamment sur le métabolisme des lipides. Les lipides, vous le savez bien, c'est des corps gras qui sont indispensables à la formation des membranes, mais également à la gaine de myéline. L'homéostasie calcique, c'est-à-dire essayer de bien équilibrer le calcium au sein d'une cellule. Quand il y a une dérégulation du calcium, le neurone n'aime pas ça et en général dégénère. Et puis la mitochondrie est impliquée dans la mort cellulaire également. C'est un petit organite qui est mobile dans la cellule, ce n'est pas un organite fixe. Il a sa propre dynamique, et cette dynamique repose sur 2 mécanismes principaux. Le premier, c'est le mécanisme de fission, qui est un mécanisme qui permet, grâce à la petite protéine qu'on voit ici en cercle violet, qui est la protéine DRP1, de créer un petit anneau concentrique qui va séparer les membranes de 2 mitochondries adjacentes. Et puis la protéine GDAP1, dont on parlera tout à l'heure, aurait un rôle également dans ce mécanisme qui n'est pas encore bien connu. Mais en tout cas, quand il est fonctionnel, ça permet de séparer 2 mitochondries. Le deuxième mécanisme impliqué dans cette dynamique mitochondriale, c'est le mécanisme de fusion. Là, le but, c'est de fusionner 2 mitochondries grâce à la protéine Mitofusin 2, qui est un petit hameçon qui permet l'ancrage de 2 mitochondries adjacentes, qui va permettre la fusion des membranes grâce à une autre protéine qu'on appelle OP1. Donc il y a toujours une balance entre ces mécanismes de fission et de fusion. S'il y a trop de fission ou trop de fusion, ça ne va pas bien fonctionner, il y aura des anomalies et des conséquences sur la fonction neuronale. Alors l'exemple sur les quelques avancées de ces dernières années dans le CMT2A, donc qui implique Mitofusin 2, je ne vais pas tout reprendre, mais juste peut-être les éléments les plus récents. C'est qu'en fait, on se rend compte que quand on a des mutations dans Mitofusin 2, il y a non seulement la mitochondrie qui dysfonctionne, mais c'est surtout le lien entre la Mitofusin 2 et un autre organite qu'on appelle le réticulum endoplasmique, qui est une partie de la cellule qui a essentiellement pour rôle de stocker le calcium, de permettre la production de protéines et de lipides. Et ça, c'est permis grâce à un lien étroit entre mitochondrie et réticulum. Donc en physiologie normale, la mitochondrie est transportée le long de la tubuline, le long des rails, normalement, pour arriver jusqu'au réticulum endoplasmique, pouvoir s'accrocher au réticulum endoplasmique grâce à mitofusine, qui est également une protéine qu'on retrouve sur le réticulum, et permettre des échanges de calcium et permettre également la production de lipides.
Dans le cas du CMT2A, le transport de la mitochondrie n'est plus possible, ou en tout cas n'est que partiellement possible. Donc la mitochondrie se déplace très lentement le long de l'axone, va avoir beaucoup de mal à arriver jusqu'au réticulum, et même si elle arrive au réticulum, elle ne pourra pas se fixer au réticulum parce que la mitofusine 2 n'est plus fonctionnelle. Donc il n'y aura plus d'échange de calcium, il va y avoir une dérégulation du calcium dans la cellule, et en plus, il n'y aura plus de production lipidique normale, il va y avoir des dépôts dans la cellule de lipides anormaux qui vont complètement faire dysfonctionner ce transport axonal qu'on a vu tout à l'heure. Alors l'intérêt que ça a, eh bien, c'est que ça peut ouvrir non seulement des pistes pour rechercher des marqueurs de cette maladie, notamment quand on va vouloir tester des molécules pour voir si les molécules qu'on utilise sont utiles ou pas. Et puis, ça peut permettre aussi de mieux comprendre le mécanisme de mitofusine 2. Alors nous, on s'intéresse à ça. Ici à Angers, on a débuté une étude récemment sur des biopsies de peau de patients et sur des prélèvements sanguins pour étudier la production de lipides chez les patients porteurs de mutations de mitofusine 2, et puis d'essayer de trouver des biomarqueurs qui nous permettraient ensuite de pouvoir cibler des voies physiologiques, et puis d'essayer, avec des molécules, de trouver des biomarqueurs qui feraient en fait la surveillance de l'efficacité d'un traitement dans ces formes de CMT. Donc il y a 6 centres en France qui participent pour cette étude qui est financée par l'AFM Téléthon et CMT France. Alors qu'est-ce que ça ouvre ça comme piste de mieux comprendre les mécanismes impliqués? Il y a une étude par exemple ici d'une équipe américaine qui a mis au point une protéine qui fonctionne un petit peu comme mitofusine 2, ce qu'on appelle un agoniste de mitofusine 2. Ils ont pu montrer en étudiant sur des modèles murins qu'en mettant cet agoniste de mitofusine 2, finalement, on arrivait à restaurer à nouveau le fonctionnement du transport axonal, notamment de la mitochondrie. Donc vous voyez ici, c'est représenté ce qu'on appelle, ici ça s'appelle un chymogramme. Tous les petits traits obliques qu'on peut voir, c'est les mitochondries qui bougent. Quand on fait une mutation de mitofusine 2 dans un modèle cellulaire ou animal, et qu'on regarde ici si les mitochondries bougent, vous voyez, il n'y a plus du tout de petits traits obliques, ça veut dire qu'elles sont immobiles, qu'il n'y a plus de transport axonal. Et quand on traite à nouveau les souris, en l'occurrence ici, avec la molécule chimérique, l'agoniste de mitofusine, à nouveau les mitofusines refonctionnent. C'est ce qui est représenté ici sur les petits histogrammes, où on voit à nouveau un transport axonal possible. Donc ça ouvre des pistes thérapeutiques intéressantes, et très probablement que dans les années à venir, il va y avoir des études thérapeutiques chez l'homme sur des molécules qui permettraient comme ça de restaurer le transport axonal, de restaurer la fonction de mitofusine 2 et de traiter sur le plan phénotypique non seulement les animaux, parce que c'est très facile de traiter des animaux, quand on passe chez l'homme, c'est toujours un petit peu plus compliqué en général, mais c'est quand même l'objectif pour les années à venir. Un autre exemple, c'est le CMT qui implique GDAP1. Donc GDAP1, c'est une protéine qui a cette particularité d'avoir dans sa séquence 2 domaines qu'on appelle GST. C'est des domaines glutathion-S-transférase. Alors c'est quoi les glutathion-S-transférases? C'est une famille de protéines qui ont pour but de lutter contre le stress oxydant et de détoxifier les cellules. Donc depuis qu'on connaît GDAP1 dans les années 2005, on s'est toujours posé la question, est-ce que cette protéine a véritablement un rôle d'enzyme détoxifiante, ou est-ce qu'elle est juste porteuse de domaines qui y ressemblent, mais qu'elle n'a aucune action sur le stress oxydant? Donc nous, on s'est pas mal intéressé à ça sur ces 10 dernières années. Et donc si je reprends le petit schéma de la chaîne respiratoire, ce qu'on a montré, c'est que finalement, quand il y avait des mutations sur GDAP1, et notamment des mutations dans ces domaines GST de la protéine, il y avait un stress oxydant vraiment accru par rapport à des cellules normales. Et on a montré que ce stress oxydant avait cette conséquence négative qui est d'oxyder le complexe 1, qui est le plus gros complexe de la chaîne respiratoire, qui est un complexe qui comporte des centres fer-soufre très sensibles à l'oxydation. Et donc s'il y a un stress oxydant, le complexe 1 va être oxydé et ne va plus fonctionner. Et au final, on va avoir une diminution de production d'ATP, mais en plus, c'est le complexe 1 qui produit la grosse partie des radicaux libres de la mitochondrie, et s'il dysfonctionne, il va y avoir un échappement d'électrons qui vont se fixer aux molécules d'oxygène, entraîner encore plus de stress oxydant, qui va encore plus oxyder le complexe 1, et on va avoir un cercle vicieux finalement qui va s'installer, où le complexe 1 sera à la fois la source et la cible des radicaux libres. Donc on a traité, nous, des cellules de patients avec un antioxydant, le resveratrol, et on a mis en évidence que ça diminuait non seulement le stress oxydant, mais ça c'était connu, mais qu'en plus ça permettait de restaurer le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc ça ouvre des perspectives finalement assez intéressantes, puisqu'il y a une équipe espagnole qui, très récemment, sur des modèles de souris mutées GDAP1,
ont montré qu'il y avait également du stress oxydant de façon importante, qui est représenté ici sur ce petit schéma, que les souris avaient un déficit moteur et une prise de poids importante. Et quand il est traité avec 2 molécules antioxydantes qui sont connues, qui sont disponibles finalement aux États-Unis, mais voilà, quoi, c'est le florphénicol, c'est un antibiotique avec des propriétés antioxydantes. Le Mitoccus est véritablement une molécule antioxydante. Et ben, ils ont montré que si on traitait les souris avant qu'elles développent les déficits moteurs, après 9 mois de suivi, 10 mois de suivi, ce qui est long pour une souris, il n'y avait pas de déficit moteur qui s'installait, elle gardait un poids normal. Donc des perspectives finalement assez intéressantes dans ce type de CMT, en luttant contre le stress oxydant, pour éviter, alors toujours pour l'instant sur des modèles animaux, mais peut-être que ça peut ouvrir des perspectives par la suite chez l'homme, surtout que là c'est 2 molécules déjà utilisées dans certains pays. Un autre exemple, c'est cette mutation d'une protéine qu'on appelle HSPB1. HSPB1 a plein de fonctions importantes, mais une de ses fonctions principales, c'est de stabiliser les rails là au niveau de l'axone, de stabiliser la tubuline. La tubuline est toujours en train de se polymériser, se dépolymériser pour fonctionner normalement et permettre le transport axonal. L'intérêt d'HSPB1, c'est que quand on a besoin de créer des microtubules, on a besoin de stabiliser les microtubules et c'est cette protéine, HSPB1, qui a ce rôle de stabilisateur. Et quand la tubuline est stabilisée, HSPB1 est relargué. En cas de mutation d'HSPB1, il va y avoir en fait une sensibilité accrue à la tubuline. Une fois qu'HSPB1 va se fixer sur la tubuline, elle ne va plus en sortir. Ce qui va fixer, ce qui va rigidifier la tubuline, ce qui va être un petit peu dommageable pour la cellule, puisque la tubuline ne pourra plus se polymériser, dépolymériser, ce qui va entraîner un dysfonctionnement du transport axonal. Et alors là, comment va faire la cellule pour réagir? Elle va être obligée de jouer sur un autre composant de la tubuline qu'on appelle l'acétylation. Pour bien fonctionner, les tubulines ont besoin d'avoir des groupes acétyles sur la tubuline, ce qui va permettre aux organites d'être transportés le long de l'axone de façon normale. L'acétylation, c'est ce qui permet aussi, comme pour HSPB1, de fixer la tubuline. Le problème, c'est que là, la cellule ne pourra pas retirer HSPB1 qui est muté. Donc, le seul moyen qu'aura la cellule de se défendre contre cette rigidité du cytosquelette, ça va être de retirer des groupes acétyles, donc de déacétyler la tubuline, grâce à une enzyme qu'on appelle l'HDAC6. Alors, en conditions normales, on a toujours un taux de tubuline acétylée normalement. Finalement une stabilité des microtubules à peu près convenable et un taux d'acétylation et de déacétylation qui est toujours en balance. Quand il y a une mutation d'HSPB1, comme la cellule va devoir réagir à cette hyperfixation de la tubuline, elle va enlever des groupes acétyles. Et plus elle va en enlever, plus au bout d'un moment, ça va entraîner, après un certain seuil, une déstructuration complètement de la tubuline. Vous voyez, c'est ce qui est représenté ici. Ça va complètement déstructurer les rails, là, et donc la locomotive ne pourra plus du tout avancer et entraîner un grand défaut du transport axonal, et donc une dégénérescence des neurones et l'apparition du déficit moteur. Alors, il y a une équipe qui s'est intéressée beaucoup à ça, à l'acétylation de la tubuline, pour se dire peut-être que finalement, pour éviter que le transport axonal ne fonctionne plus bien, on va éviter que la cellule déacétyle la tubuline en donnant un inhibiteur de l'enzyme HDAC6. Et donc, c'est ce qu'a fait cette équipe en 2011. Donc, ça commence à dater, il y a une dizaine d'années, sur des modèles murins, où ils ont créé 2 modèles de souris qui correspondent pas mal sur le plan phénotypique à ce qu'on trouve chez l'homme. Ils ont montré que sur ces souris, il y avait bien un problème de déacétylation des tubulines, qu'il y avait un déficit moteur, évidemment, qui apparaissait, et que lorsqu'on traitait avec un inhibiteur de l'HDAC6, c'est-à-dire le but, encore une fois, c'est d'essayer de garder l'acétylation correcte de la tubuline. Si on traite avec la tubastatine, qui est un inhibiteur de l'HDAC6, eh bien on voit que le taux d'acétylation réaugmente, que sur le plan moteur, mais également sur le plan électrophysiologique, les choses s'améliorent sur la souris, et puis que les mitochondries retrouvaient finalement une mobilité normale. Donc ça a ouvert des perspectives intéressantes parce que HDAC6, c'est une molécule qui est déjà utilisée dans des études chez l'homme, notamment en cancérologie. Et donc on s'attendait que sur les 10 ans là, qui se sont passés, qu'il puisse y avoir des études pour l'instant chez l'homme dans le CMT, ce qui n'est pas forcément encore le cas pour le moment. Mais il y a eu d'autres études qui ont été faites dans d'autres formes de CMT2, notamment impliquant le gène GARS ou même impliquant la protéine mitofusin 2, avec des résultats extrêmement similaires. Donc on voit qu'en essayant de restaurer le transport axonal en jouant sur l'acétylation, on peut sans doute améliorer le phénotype clinique de pas mal, au moins souris mutées, mais peut-être par la suite de patients.
Et puis, le dernier CMT dont je voulais parler, c'est celui qui implique le gène SORT, donc ce gène assez récemment découvert, qui a un intérêt majeur parce que c'est en fait une protéine qui est une enzyme qui permet de transformer le sorbitol en fructose dans la voie là, de consommation du glucose. Donc on passe par une phase par le sorbitol, pardon. Hop là, il faut que je retourne en arrière. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Vous pouvez me remettre en arrière, j'arrive pas avec la petite... Encore une fois, merci. Et donc quand on a une mutation en fait, du gène SORD, hein, c'est-à-dire de cette enzyme, on va avoir une augmentation du sorbitol. Le sorbitol, c'est très toxique pour les neurones. C'est à cause du sorbitol, par exemple, que les patients diabétiques font des neuropathies diabétiques en grande partie. Vous voyez, ça implique à la fois le CMT, mais ça implique à la fois aussi la physiologie de la neuropathie diabétique. C'est quand même une découverte assez intéressante. Et puis le grand intérêt surtout, c'est que finalement, il existe des inhibiteurs de l'enzyme juste avant, l'aldol réductase. Et donc, en inhibant l'aldol réductase, on va diminuer le sorbitol qui est toxique pour les neurones et permettre d'améliorer finalement le fonctionnement du neurone. Et c'est ce qui a été montré récemment par deux molécules, dont une qui est déjà utilisée aux États-Unis, l'autre pas encore, qui s'appelle l'Epalresta, et puis bon, peu importe. Mais ces deux molécules qui permettent d'inhiber cette enzyme-là, donc de diminuer le taux de sorbitol dans le neurone qui est toxique. Donc ça ouvre des perspectives qui sont vraiment là importantes et sans doute à moyen terme. Ça a été montré sur des cellules humaines de fibroblastes et ça a également été montré sur un modèle de mouche, la drosophile. Et vous voyez ici que ça a même montré que, alors vous le voyez peut-être en tout petit, mais finalement quand on traite les mouches avec ces inhibiteurs de l'aldol réductase, elles volent beaucoup mieux que quand elles n'avaient pas le traitement. Donc voilà 4 exemples de CMT finalement assez fréquents qui par les meilleures connaissances qu'on a eues de la physiopathologie, ont pu ouvrir des perspectives thérapeutiques qui, pour l'instant, encore une fois, restent sur des modèles animaux, mais ouvrent des perspectives, vous voyez, finalement, chez l'homme, probablement à moyen terme. D'où l'intérêt de continuer à faire ces recherches. Et vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis, je n'ai pas parlé de tous les autres CMT2 où il y a beaucoup de recherches encore actuellement. Et je terminerai par un petit mot sur les perspectives en thérapie génique, parce que vous savez que là, on est rentré dans la décennie de la thérapie génique, que c'est plus de la science-fiction. Il y a maintenant certaines maladies qu'on traite par la thérapie génique. Et donc, les CMT ne sont pas du tout délaissés dans les études de thérapie génique. Vous le verrez tout à l'heure avec le CMT1A, mais dans le CMT2 également. Alors, plusieurs thérapies géniques qui existent. Il y a l'utilisation d'oligonucléotides antisens ou de siRNA. Là, le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de production de protéines mutées. Et puis, un autre type de thérapie génique qui est vraiment le remplacement génique, c'est-à-dire remplacer un gène malade par un gène sain. Donc, comment ça fonctionne, l'oligonucléotide antisens? Eh bien, on va faire entrer dans la cellule un oligonucléotide qui va se fixer dans l'ARN messager. Le fait qu'il se fixe sur l'ARN messager va entraîner en fait, une enzyme qu'on appelle la RNase qui va également rentrer dans la cellule. Il va permettre de détruire l'ARN messager. Donc si l'ARN messager porteur de la mutation est détruit, il y en aura moins dans le cytosol et donc moins de production de protéines anormales. Et c'est un peu comme ça que se développent actuellement les thérapies d'oligonucléotides antisens qui sont en cours. L'autre thérapie génique qu'on peut étudier, c'est celle qui est utilisée notamment par l'équipe de Montpellier sur le PMP22, que vous verrez, mais qui est le siRNA. Donc le siRNA, c'est on fait rentrer donc un ARN qui inhibe en fait, qui va se fixer sur l'ARN messager au niveau du cytosol. Et là encore, le but, par un complexe qu'on appelle le complexe risque, va fractionner l'ARN messager et donc entraîner moins de production de protéines anormales. Ça va fragmenter, donc, et puis voilà. Toujours là, le but, c'est d'essayer qu'il y ait le moins de protéines anormales possible de produites. La dernière thérapie génique dont je voulais vous parler, qui est le remplacement génique, on peut apporter dans la cellule un brin d'ARN ou d'ADN qui va se fixer sur l'ADN muté, qui va permettre de couper, en fait, là où on veut, la séquence d'ADN muté, retirer finalement ce gène anormal, muté, et on peut faire rentrer, si on le souhaite, un ARN tout neuf.
et qui va permettre ensuite de produire un ARN messager normal et une protéine à nouveau normale. Donc actuellement, il y a pas mal d'études, toujours sur des modèles animaux, qui étudient sur plusieurs formes de CMT2 l'intérêt que peuvent avoir ces thérapies géniques. Là, juste un exemple sur un CMT2 qui implique le gène GARS, où ils ont pu montrer avec l'utilisation de siRNA que ça améliorait, toujours sur des modèles murins, l'électrophysiologie, que ça améliorait aussi la masse musculaire. Dans l'électrophysiologie et même en histopathologie, on peut voir sous microscope qu'il y a une amélioration en fait, de la quantité d'axones présents dans les neurones. Donc voilà un petit panorama de la recherche, finalement, où vous voyez qu'il faut essayer d'améliorer les analyses génétiques, déjà pour le diagnostic, mais même pour découvrir des nouveaux gènes. Qu'ensuite, une fois que c'est fait, il faut essayer de trouver les conséquences que peuvent avoir ces mutations dans les protéines sur le fonctionnement du neurone, à la fois sur le plan bioénergétique, mais également, vous voyez, sur le transport axonal, que tout ça permettra d'étudier plus facilement, de trouver des molécules, en tout cas pour tester des molécules sur des modèles cellulaires ou des modèles murins. Évidemment, la finalité de tout ça est de pouvoir après passer chez l'homme pour pouvoir traiter les différentes formes de CMT. Et on arrive vers une médecine personnalisée et c'est vers ça probablement que les choses se dirigent. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.